Aujourd'hui, à l'Humain derrière le changement, on découvre, on fait connaissance et on apprend qui est Luc Desjardins, le directeur général de l'Itinéraire. Bonjour, Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, c'est un endroit pour informer, rassembler et inspirer les gestionnaires d'OBNL à travers le Québec. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre balado L'Humain derrière le changement. On a la chance d'avoir Luc Desjardins, le directeur général de l'Itinéraire, on va faire connaissance avec lui aujourd'hui pas mal de manière complète. Juste avant de commencer, deux, trois petits rappels d'usage. La première, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous invite aussi, petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo, et de laisser vos commentaires. Petit merci absolument extraordinaire à l'équipe du Musée McCord qui nous reçoit aujourd'hui et pour l'ensemble des tournages de ce printemps. Luc, comment ça va? Ça va bien, Stéphane. Ah, je suis content d'entendre ça. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Bien, écoute, je te le disais tantôt, en dehors des zones, quand j'ai commencé ce projet-là, tu étais les premiers sur ma liste pour différentes raisons. Fait que je suis content qu'on arrive là. Ça a pris quelques... Il a fallu s'y lancer. J'aimerais ça qu'on commence avec... Normalement, on commence souvent avec des notes biographiques, mais j'aimerais ça que ça vienne de toi. Présente-toi un petit peu. Qui t'es, d'où tu sors l'individu, là, Luc Desjardins? Luc Desjardins. Qui est Luc Desjardins? Bien, Luc Desjardins est avant tout une personne très passionnée. Puis je pense que ça, c'est le côté qui a fait que les 30 dernières années, professionnellement, m'a fait avancer. C'est la passion de beaucoup de sujets. De base, au début, programmeur analyste, donc on est loin d'un poste de DG. Là, on est loin du milieu communautaire, puis on est loin de la direction générale. Effectivement, mais rapidement impliqué dans le milieu syndical. Donc là, on se rapproche pas mal du volet d'entraide, que ce soit syndical ou autre, toujours en contact avec l'humain. Puis, donc, il y a un cheminement de vie au niveau syndical, au niveau de l'informatique. Après ça, ben oui, le contact, gestionnaire de fonds de pension, d'assurance, donc toujours avec un contact humain. Puis en parallèle, ça c'est bien important, parce qu'on va en reparler tantôt dans les questions, là, mais en parallèle, toujours impliqué socialement. Que ça soit être membre d'un club de X, de siéger sur un conseil d'administration, être président, d'avoir peut-être levé la main trop souvent. Souvent? Ouais, là, je m'aperçois que au moment, non. Mais, tu sais, on a besoin de quelqu'un, un bénévole pour faire ça. Bien, on lève la main, puis on veut s'impliquer, puis on veut partager, puis on veut... Alors, ça l'a fait 30 ans facilement de vie dans lequel, c'est ça, j'aime partager, j'aime dire, expliquer aux gens. Pas dire quoi faire, tout simplement partager mon savoir. Donc, ça, que ça soit professionnellement, que ça soit en parallèle. Puis, de fil en aiguille, bien, on avance, puis on devient président d'un organisme, on devient ici, on apprend certaines choses à faire. Puis après ça, ben oui, on chemine. Puis après mon passage au niveau syndical, ben, je me suis beaucoup lancé. J'ai choisi des causes. J'avais le privilège de pouvoir choisir qu'est-ce qui me touchait. Et il y a eu des opportunités. Puis à un moment donné, ben alors oui, la fibrose kystique. D'ailleurs, là, on est au musée McCord, mais j'ai travaillé juste ici à côté. À Béding à côté. Bon, la fibrose kystique, mouvement scout. La trisomie 21. Puis en parallèle, ben, je suis arrivé à l'itinéraire. Puis c'est ça. Donc, c'est un cheminement qui s'est fait graduellement. Il n'y avait pas d'attente proprement dit, là, savoir, tu sais, voici, OK, à 22 ans, je vais faire ci, à 30 ans. C'était pas un plus. Moi, j'ai pas eu un parcours de dire, je vais faire ça. J'ai tout simplement dit, je suis là. Avez-vous besoin de moi? Puis les gens ont dit oui. Puis après ça, ben, on avance dans le temps. C'est notre 3e épisode. C'est le 3e qui nous dit que c'était pas un chemin tracé, c'est arrivé comme ça. C'est tout le monde. La majorité des DG arrivent comme ça. Bien, la passion, je vais te dire bien honnêtement, passionné, puis pouvoir l'entraide.
ça, c'est bien Là, tu es en poste depuis combien de temps? Depuis novembre 2016. Donc, 2016. On est rendu à 3 ans et quelques. 3 ans et quelques. Après un an, on ne compte plus bien, parce que ça ne sert plus à rien. Là, mais, c'est comme une nouvelle maman qui compte les mois de son bébé. Oui, mais ça, c'est au début. Mais là, non, ça fait 3 ans. C'est un beau 3 ans. Puis, j'espère de continuer. Ça, il y a des bouts que je ne peux pas décider. Donc, ça va se décider par eux-mêmes. Mais officiellement, oui, on avance. L'itinéraire, c'est quoi? Moi, je le connais, mais je ne suis pas sûr que tout le monde... Puis on a beaucoup de monde qui sont en région qui n'ont pas nécessairement eu des contacts avec votre équipe, et ainsi de suite. Il faut comprendre la bébite un peu. Bien, l'itinéraire en réalité, c'est le groupe communautaire d'itinéraire. Donc, il faut partir avec cette prémisse-là, dans laquelle ce groupe-là, cet organisme communautaire, a un projet qui s'appelle l'itinéraire, qui est le magazine. Alors, je tiens à préciser tout de suite quelque chose. L'itinéraire ne veut pas dire itinérance, ça veut dire parcours, chemin. Alors, c'est un chemin que l'on trace dans la vie d'une personne qui est marginalisée, qui a eu un parcours difficile, une vie antérieure difficile, qui vit difficilement sa vie. Il y a de l'itinérance, il y a de la dépendance, il y a de la santé mentale au niveau de tout ça. C'est un gros package, c'est ouvert à tout le monde, qui a un besoin, puis qui voudrait devenir camelot. Alors, on devient camelot. On ne devient pas camelot le jour 1. Il y a une procédure, il y a 3 mois, une probation, après on avance. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est la beauté du projet de l'itinéraire du magazine? C'est qu'on donne la voix aux sans-voix. C'est ça qui est le projet. C'est de prendre quelqu'un qui a une difficulté, on lui donne un surplus monétaire, une opportunité additionnelle de pouvoir avoir des sous, parce que je veux dire, quand tu es en itinérance ou que tu es en précarité sociale majeure, avec des limitations, pouvoir avoir une certaine forme de dignité, à un moment donné, c'est bien beau être sur l'aide sociale, mais ça prend un petit peu plus. Puis les sous, oui, mais c'est le contact humain. Alors, c'est là-dessus qu'on construit. Puis la fierté. La fierté, effectivement, c'est... Bon, alors, si on est en région, on n'a peut-être pas côtoyé un camelot, mais toute personne qui était ici à Montréal depuis les 30 dernières années, là, le groupe communautaire a 30 ans, mais l'itinéraire, le magazine, 25 ans. Alors, tous ceux qui ont transigé au Cégep du Vieux, à l'UQAM et partout sur la ligne de métro ont croisé éventuellement un camelot. Puis cette personne-là, ben, elle travaille, hein, pas qu'elle ne quête pas. Elle travaille, elle fait une job. Et pendant ce temps-là, ben, si on y ajoute son magazine, ben, il y a au moins un échange d'argent, oui, mais il y a aussi un échange de sourire, un allô, un bonjour. Et après ça, on apprend à connaître la personne. Tu t'appelles comment? Bon, puis, si on prend 2 minutes de plus, ben, il va commencer à parler de sa vie. Puis, ben, ça change beaucoup les préjugés. Puis, cette partie-là, là, c'est bien important dans l'empowerment que l'on a, parce que c'est ça qu'on est. C'est un programme d'empowerment, c'est la valorisation de la personne. Et à partir de là, ben, le camelot, ben, il progresse. Puis s'il a le goût de partager quelque chose, il le fait. Donc, par écrit, soit qu'il compte sa vie, il fait des petites capsules, puis ceux qui commencent à être bons, on donne de la formation au niveau de l'écriture, on a des partenariats, on donne un cours de journalisme, on est assujetti à même titre que partout. On est membre de la Fédération des journalistes du Québec, on est membre de la MEC, on est membre de plein d'organisations locales et internationales. Et on a les mêmes exigences que si on écrivrait dans la presse, journalistiquement. Et cette personne-là, ben, va avoir des mandats. Donc, j'ai des camelots qui ont interviewé le premier ministre du Canada, des acteurs, ces choses-là. Et c'est cette progression-là. Puis pendant ce temps-là, ben, il y a une fierté, il y a un travail, et c'est là-dessus qu'on chemine. Ça, c'est une partie de l'organisme. Parle-moi des autres parties, justement. Bien, les autres parties, on fait de l'aide alimentaire toutes les semaines. On gère 2 cafés. Un café de rue qui est au coin de Lormier puis Sainte-Catherine. Ce café de rue-là est un café destiné à nos camelots. C'est leur lieu de rencontre, c'est leur centre de jour. Appelle ça comme tu veux, mais c'est l'aide alimentaire le matin et le midi. Tes intervenants sont-tu sur Les place ou sont intervenants ailleurs? sont sur place. Tout est sur place. La bâtisse a 3 étages. Ah, c'est juste en dessous du pont-Jacques-Cartier. C'est juste en dessous du pont-Jacques-Cartier. Puis les camelots peuvent venir, comme là, il commence à faire froid, c'est l'hiver, venir se réchauffer, prendre un café. Mais ça, c'est les premiers besoins. Mais après ça, il y a allô, comment ça va?
Ça nous permet, nous, indirectement, sans trop poser de questions, on voit le camelot qui rentre, on sait qu'il va pas bien, on sait qu'il va bien, il y a de bonne humeur, il n'y a pas de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe. Comme ça, les intervenants, et même tout le monde, le staff, là, OK, même moi, là, je veux dire, c'est ça la beauté de travailler à l'itinéraire. Il n'y a pas... j'ai des intervenants, mais l'ensemble du personnel est aussi intervenant. À sa façon, on a du monde spécialisé qui vont cheminer, qui vont accompagner le camelot pour le logement social. Donc, on fait du logement social également avec d'autres partenaires. On n'a pas de logement à nous, mais on est en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, une personne qui vient en maison de chambre, qui veut se prendre en main, qui veut progresser, parce que ça aussi, c'est bien important. Là. Donc, on peut... vous êtes au début aussi de l'intervention. On est au début. En précarité sociale, puis on est la préemployabilité de première ligne, honnêtement. Donc, là, je ne veux pas offusquer les oreilles de personne, mais je veux juste pour que ça soit bien clair, les gens qui viennent, les participants qui arrivent à l'itinéraire sont poqués. Donc, honnêtement, il faut se le dire, ils sont poqués, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de support. Il y en a qui proviennent des refuges à Montréal, il y en a d'autres qui sont dans la rue. C'est quoi l'âge moyen? Est-ce que... l'âge moyen, c'est assez... on est assez âgé. En réalité, nous, on couvre à partir de 18 ans, là, bon, ça. Mais il y a déjà des organismes à Montréal qui font beaucoup d'entraide pour les 18 ans, pour les ados, puis 18-35, qui ont beaucoup d'entraide là-dessus, qui font pas de magazine, mais je veux dire, qui font des parcours, puis d'entraide, finir le cégep, le secondaire, puis ces choses-là. Il y a déjà des organismes qui s'occupent de ça. Et pour nous, ben, c'est un âge moyen à peu près aux alentours de 47 ans, là, mais c'est pas... j'ai du monde de 27, j'ai du monde de 60. La tarte est assez large, mais c'est ça. Donc, mais nous, c'est parce que c'est être camelot. Puis le deuxième café, il est où? Le deuxième café est au Square Cabot, au coin de Atwater puis Sainte-Catherine, qui est juste à l'édicule du métro Atwater. Donc, il y a un petit parc, il y a un petit square, puis il y a une Vespasienne qui appartient à la Ville de Montréal. C'est un projet en collaboration avec la Ville de Montréal, principalement. Et c'est l'unique café de rue en réinsertion sociale autochtone au Canada. Pas juste à Montréal, oui, mais c'est un vrai café de rue. Donc, dans le fond, c'est pas on peut pas y aller. C'est ouvert juste l'été, là, qui est la période estivale. Puis deux, quand il pleut, ben, il n'y a pas grand monde parce qu'on est dehors. Donc, c'est dehors. Mais c'est... Alors, si tu veux manger... il y a d'autres places, peut-être à Montréal, qui font ça, mais si tu veux manger du pain bannique, bon, ces choses-là. Puis, c'est en collaboration avec plusieurs refuges d'associations autour. C'est pour donner une première chance. Principalement, notre clientèle, elle est beaucoup féminine, là. Donc, c'est donner une chance, c'est donner une opportunité à quelqu'un à apprendre à être barista, travailler en cuisine. Mais en réalité, c'est d'accrocher la personne à vouloir dire, à avoir une réflexion, de pouvoir éventuellement commencer une démarche avancée. Donc, on est réellement au premier balbutiement, là. Sérieusement, on est au premier balbutiement. Puis ce projet-là, ça fait 5 ans qu'il existe. Puis cette année, 2019, et sensiblement 2020, le projet a pris une tournure plus phase 2, un petit peu plus grande, qui fait que, nonobstant ça, on prend des personnes qui s'inscrivent. Et là, pour la période hivernale, on les accompagne. Dans le sens qu'au lieu de leur dire quoi faire, on leur demande qu'est-ce qu'ils auraient le goût de faire. Donc, il y a des personnes là-dedans qui ont décidé de dire, j'aimerais ça retourner aux études. OK. C'est bien. Ouais, on va t'aider. Il y a juste un cégep au Québec qui est autochtone, donc on va aller visiter, on va t'accompagner. T'as le goût d'apprendre à être barista? Parfait, on va t'accompagner. Donc, c'est un accompagnement total. C'est le même principe, on utilise ce même formule-là qu'avec nos camelots qui écrits. Nos camelots qui écrits sont jumelés avec un journaliste accompagnateur, des journalistes qui ont fait une carrière en journalisme,
qui sont là, qui accompagnent, qui vont te suivre, qui vont te dire comment rédiger une série de questions. Tu vas rencontrer le premier ministre, tu vas rencontrer tel comédien, apprendre à te documenter, va pas sur des sites de rumeurs, mais des sites sérieux, informe-toi. On va faire une rencontre comme on fait là. Allô, bonjour, pose une série de questions. Ensuite de ça, ben, on retranscrit et voilà. Et après ça, on publie. Donc, c'est un cheminement là-dessus. Donc, on fait la même chose sur le volet du café autochtone. Là, j'aime bien notre relation, mais je parle beaucoup. Hein? Donc, non, c'est correct. Moi, je suis là pour poser des questions. Gêne-toi pas, tu peux me poser des questions. Une autre question. Inquiète-toi pas, il va y en avoir des questions. Ça, je parle. Tu as été impliqué dans des sports motorisés. Tu as été impliqué beaucoup au niveau des scouts en jeunesse. Comment on arrive à se développer, tu parlais d'intérêt puis de passion, pour l'itinérance? Bien, concernant l'itinérance, officiellement, je ne proviens pas du milieu. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Dans le sens, est-ce que tu es tombé passionné de l'itinérance parce que tu as trouvé un job dans ce milieu-là ou tu étais déjà conscientisé puis tu trouvais ça important avant de trouver un job? Bon, il y a beaucoup de facteurs. Officiellement, je ne proviens pas du milieu de l'itinérance, donc je ne suis pas rentré là avec une connaissance de l'itinérance. Où je proviens, je connaissais les Camelots, hein? Je suis un gars de Montréal, donc officiellement, je connais Quel coin de Montréal? Je suis un gars de Rosemont, Okay, là, qui après ça a été dans le parc extension, puis qui est retourné dans Rosemont. Donc, c'est à peu près un petit parcours vite, mais je suis un gars de Rosemont, travaillé dans le centre-ville, bon, tout ça. Montréal, c'est ma ville, puis c'est là. Alors, des Camelots, j'en ai rencontré depuis le début. Je savais pas trop exactement à 100% qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais effectivement, et chez nous, puis ça, c'est vraiment une vraie anecdote, la première action que ma fille a fait bénévolement, ça veut dire pas bénévolement, mais altruisement auprès de quelqu'un, elle avait peut-être 2 ans, on était sur la rue Saint-Denis, j'ai donné 5 $, puis je dis, va voir le monsieur qui est là-bas, puis il va te remettre quelque chose en retour. Elle est allée, elle a donné 5 $, puis elle est revenue avec le magazine. Je crois qu'à l'époque, il était 2 $, puis c'était donc, a été une contribution au Camelot. Puis ma fille, elle a gardé ça toute sa vie. Elle est allée au cégep du Vieux, à l'UQAM, là, elle est à l'Université de Montréal, puis elle a continué à faire ça. Puis c'est jusqu'à temps que je suis rentré à l'itinéraire que j'ai appris, que j'ai dit, ben écoute, c'est 3 $ le magazine. Ben elle a dit, tabarouette, ça fait des années que je donne 5 $. C'est cute, c'est une belle anecdote. Mais on a toujours fait ça. Oui, on a toujours fait ça pour l'humain, pour la personne. Alors, mon parcours, qu'il soit syndical, qu'il soit impliqué auprès des jeunes, que j'ai été également président du comité central de parents de la CSDM, impliqué dans Jeunesse Unie. Donc ça, c'est le volet jeunesse, jeunesse jeune, mais c'était toujours... toute ma vie, elle était liée et connectée à l'implication. À l'implication puis à l'être humain, à écouter les gens. Je parle beaucoup, mais j'écoute parallèlement énormément. Donc, oh, mais là, c'est biaisé parce que tu es une rencontre de style entrevue. Fait que fais-toi-en pas. Non, mais c'est ça. Donc, quand l'opportunité était là, j'étais à l'époque au Mouvement des Jardins. J'étais impliqué sur le conseil de surveillance du Mouvement des Jardins dans une caisse dans le centre-ville. On avait déjà eu une expérience avec l'itinérance. C'est la caisse qui offre, la caisse du quartier latin, donc qui a fait un atelier, pas un atelier, mais un bureau de service à Maison du Père. Bon, ça. Alors, j'avais déjà une certaine sensibilité très personnelle, mais quand on m'a approché, honnêtement, ça me faisait peur parce que je dis, regarde, moi, l'itinérance, j'essaie très peu. Mais la formation que j'ai eue, le fait que j'étais dans un milieu syndical à la fois sympathique, artistique, rough, par moment, tu sais, je veux dire, c'est ça, que je me suis impliqué bénévolement à plein d'autres places, que j'ai assisté à des conseils d'administration, que j'en ai fait partie des conseils, l'autre bord de la clôture, tout dans ces affaires-là, que j'ai occupé des postes de direction dans des organismes régionaux, provinciaux, pour pouvoir gérer la levée de fonds, ces choses-là. Tout ce bagage-là... Tu l'as amené avec toi. Hein? Ah non, mais sérieux, l'itinéraire, c'est pour moi, ça c'est vraiment très personnel. Excuse, j'ai touché au micro, là, mais très, très, très personnel. C'est 30 ans, tout dans une belle petite boîte. OK? Aurait eu 25 ans... Tu n'aurais pas été capable.
j'aurais pas probablement été capable de survivre pour bien des raisons, là, OK? J'ai repris un organisme qui était bien coté, bien vu, bien connu, bonne relation avec les citoyens, respecté, mais de l'intérieur qui avait beaucoup de petits problèmes. Et tu vois, première phrase que j'ai dit à l'équipe en décembre 2016, c'est que l'objectif maintenant est de sortir l'itinéraire de l'itinérance. Alors, c'est autour de la table, ça a été comme parce que il y a eu des petites crises intestinales à l'intérieur de Ce qui arrive l'organisme. souvent, là, c'est pas propre à chez Non, c'est pas propre chez nous, là, mais... Tu as vécu assez d'organismes pour savoir ça se fait. Mais je pense qu'une troisième, il y a eu 2 crises, mais une troisième, l'organisme aurait eu... Sérieux problème. De sérieux problèmes, mais ça s'est... en travaillant avec l'équipe, puis en étant, tu sais, en démontrant qu'on est capable de se prendre en main, ben ça a été, oui, ça a super, une couple de nuits blanches, là, mais honnêtement, je suis content du résultat aujourd'hui, puis je pense que tout le monde l'est. Puis à partir de là, on peut voir le demain, puis après-demain, puis ça, c'est bien important. Quand tu dis une équipe, ça veut dire quoi? Il y a combien d'employés, combien de camelots? C'est quoi l'échelle qu'on parle, là? On parle, à l'itinéraire, on a trois branches. L'équipe permanente de l'itinéraire est maintenant 17 employés. Il y a le projet de la Maison Ronde qui est comme un projet en deux-side qui est à peu près 3 employés qui se greffent à ça. Donc, au total... C'est quoi la Maison Ronde? C'est un des 2 cafés? La Maison Ronde, c'est le café au Square Cabot. Okay. Ça s'appelle la Maison Roundhouse Café. Là. Donc, il se greffe, bon an, mal an, dans l'année, 3 employés au groupe du 17. Donc, mais la permanence comme telle est 17. À côté de ça, ça varie, 205, 210 camelots. Quand je dis que ça varie, ils ne sont pas les 200 en même temps. On est dans l'humain. Hein. Donc, il y en a qui se lèvent, il y en a d'autres qui ne se lèvent pas, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui sont plus hiver que l'été, bon, ainsi de suite. Et quand il fait froid, il y en a qui ne sortent pas. Donc, on chevauche à peu près une centaine de camelots par mois qui est in and out, qui roulent. Mais en tout, là, depuis la dernière année, on est à 200, 205. Et on a aussi à l'intérieur des murs de l'itinéraire 17 personnes qui font partie d'un programme qui s'appelle le programme PASS. Dans notre milieu, dans le milieu communautaire, il y a beaucoup d'organismes qui ont des personnes. C'est des personnes qui ne sont pas des canaux, qui sont des personnes qui sont sur un programme gouvernemental de réinsertion sociale. Ils ont 17 personnes, 17 réalités différentes, 17 parcours différents. C'est tout ou rien. Et ils sont sur un programme qui est renouvelable à tous les ans. Puis on en a 17. Alors, je te dirais que c'est comme un intervenant, un employé pour une personne. Alors, ils ont leur propre intervenant, mais officiellement, l'ensemble de la bâtisse des employés côtoie. Puis c'est super beau. Il n'y a pas de boss là-dedans, il n'y a pas rien. Puis on va y revenir, mais c'est ça. Il n'y a pas de... Oui, c'est une famille. C'est une famille, puis c'est une vision de la réinsertion qui peut être différente de certains autres organismes. Tout à fait. Puis, c'est ça. Donc, ça fait à peu près bien du monde. Un des thèmes importants que je veux aborder avec... c'est toujours comme ça aussi. Que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'innovation. Oui. Surtout dans le milieu communautaire. Le milieu communautaire n'est pas nécessairement le milieu où on trouve le plus d'innovation. C'est pas nécessairement non plus celui à l'intérieur duquel... Il faut se le dire, c'est pas celui qui a le plus de ressources pour innover non plus. Mais vous avez été capable, puis vous avez eu des initiatives d'innovation qui ont été assez intéressantes. Moi, j'en ai vu quelques-unes, pas juste une. On va parler d'une principalement, mais j'en ai vu d'autres aussi que je veux souligner. Comment on arrive avec cette culture-là? Tu dis que tu rentres dans un organisme, tu arrives en poste, un organisme qui est à rebâtir. Ouais. Puis là, 4 ans plus tard, on vous amène sur la sellette, vous avez des reportages, on vous souligne comme étant un organisme innovant. On arrive comment? Le balancier se fait comment avant d'arriver là? Bien, je vais juste préciser quelque chose, juste pour être sûr qu'on comprend. Effectivement, un organisme à rebâtir, mais qui avait quand même, à la base, une bonne base. Complètement. Okay? Donc, officiellement,
je dis pas c'est plus facile, c'est plus facile, OK? C'est plus facilitant à vouloir faire de quoi. Ensuite de ça, ben, pour arriver de là et d'après ça, d'arriver à une forme d'innovation, ça prend, bon, je reviens toujours, le mot passion, il faudrait l'écrire en gras, là, mais ça vient aussi avec l'ouverture. Ouverture au changement. De ton CA, de ton équipe? Ou, De tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Mais ça vient, tu sais, tu n'arrives pas le lundi matin, puis tu n'arrives pas à te dire, ah, oh, by the way, j'ai une bonne idée, puis c'est ça qu'on va faire, là. Parce que c'est ça qui est arrivé, là, mais... Il faut pas faire ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est arrivé en février 2017, 2018, Peut-être pour un peu tout le monde expliquer, quand je parle du projet d'innovation. Ben, je vais y revenir okay, à ça. Parfait, mais effectivement, ça prend officiellement une ouverture à la tête. Ensuite de ça, ça prend l'équipe qui embarque. Puis qu'est-ce qui est bien important dans cette ouverture-là à la tête, mais après ça, l'équipe qui embarque, c'est aussi de pas, en tant que, mettons, DG ou la personne qui est en haut, de ne pas dire, OK, c'était mon idée, je m'en tiens à cette idée-là, puis ça va être ça. Okay. Même si elle est très innovante. Parce que on a facilement découvert qu'en parallèle de ça, il y a d'autres idées qui sont arrivées. Puis, donc, moi, j'ai une prémisse bien importante. Oui, l'itinérance, mais je fais partie de la crise des médias également. Je vis la crise des médias comme tous les magazines et les journaux qu'on entend parler. Malheureusement, on ne nous vient pas en courant nous sauver. OK, ça c'est clair, parce qu'on est dans le communautaire, on est un OSBL, puis on est bien bon, puis on est bien correct, puis on ne s'en vient pas en courant arriver pour dire on va vous sauver. Donc, on est comme un peu laissé à nous-mêmes. Puis si on ne fait pas quelque chose là, bien, à un moment donné, le papier n'existe plus. Puis je tiens à préciser que si j'ai plus de papier, même si la technologie est là, tu n'as plus de câbleau, tu n'as plus de câbleau. Tu n'as plus de réseau d'air. C'est ma raison principale, ma mission, elle est ça. On peut travailler en parallèle. On peut faire d'autres choses en côté, mais mon core, ma business, c'est de... C'est comme Playboy, plus de reportages, il n'y a plus de magazine. C'est à peu près ça. Donc, mais alors, il faut avoir une équipe qui est prête à accepter ce changement-là. Beaucoup de discussions, beaucoup de jasettes, beaucoup d'ouverture, puis après ça, les opportunités arrivent. Alors, donc, après ça, on est allé... Ben, arrêtez, c'est simple. Là, on a commencé à parler d'innovation. Pour moi, il y avait beaucoup de choses, hein, les startups, les ci, les ça. Oui, je connais ça, mais je ne suis pas dedans. Donc, on s'est greffé à des différents organismes similaires à toi, là, je veux dire, en parallèle. Donc, ces organismes-là, ben, on jase, on lit beaucoup. Et à un moment donné, ben, je suis invité tout bonnement même à un panéliste, genre de panel, qu'on parle de monnaie, de la monnaie qui n'existera plus, le cash, le petit 25 cents qui n'existe plus. Et que là, on parle d'initiatives qui sont internationales à gauche et à droite. Bon, ma prémisse de base, c'est qu'à un moment donné, je me suis levé et j'ai dit, mon rêve, c'est « why not payer avec le téléphone ». Tap and go, on paye, puis fini la personne, parce que moi-même, je suis le premier, quand je suis rentré à l'itinéraire en 2016, ça faisait peut-être 3 ans que je n'avais pas d'argent dans mes poches. C'est depuis que je suis à l'itinéraire que je garde de l'argent, parce que des fois, j'achète des magazines dans mes camelots, puis bon, ces choses-là, pas de cash. Ça fait longtemps que je suis avec la carte de débit, là, avec les téléphones, les PayPass, puis toutes ces affaires-là. Donc, je me suis dit, moi aussi, et on attendait des gens dire « Ah, j'ai pas d'argent, passe à côté du camelot, pas d'argent. » Bon, c'est une excuse, c'est-tu vrai, pas vrai? Nous, je pense que c'est un mélange des deux. Mélange des deux, tout à fait. Et ensuite de ça, bien, alors, j'avais mon idée. On en commence à en jaser. Je suis invité à une petite table ronde, là, et je suis l'intrus total, parce que là, il y a une grosse banque, du monde international en innovation. Puis je suis là, le petit paf. Et soyons honnêtes, après la discussion, tout converge vers moi. C'est facilement comme l'itinéraire, mon Dieu. Hein? Et il y a quelqu'un qui nous a mis en contact avec une compagnie à Montréal d'innovation, de design thinking, d'innovation.
technologique. Technologique. Regarde, peux-tu le dire? Je peux le dire, il faut en parler de l'exercice. Okay, c'est ça. Donc, je pense que c'est intéressant. On parle d'innovation, mais ça a donné quoi comme résultat concret? C'est ça. Donc, avec Talsom, et rencontrer le DG, le président de Talsom, puis on a jasé, comme on jase ensemble. Puis lui, il était beaucoup dans... Les autres étaient à ce moment-là beaucoup dans le corpo, les grosses machines là, de design thinking, de comment penser autrement, puis ces choses-là. Puis là, il a dit, OK, c'est beau, je trouve l'idée bonne, je trouve l'idée très challenging. Et bon an, mal an, moi, mon idée était juste tap and go. Merci. Puis, mais là, à force de s'auto-parler nous autres mêmes, d'avoir des rencontres, beaucoup de rencontres, avec eux, faire des exercices, réfléchir, on s'est rendu compte que notre démarche était pas mal plus complexe que l'on anticipait juste la technologie. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Il fait froid, ça marche pas. Et là, avec tout ce qui se passe dans le milieu bancaire, la confiance du public, ces choses-là. Donc, il y avait beaucoup de facteurs et on a décidé, en équipe, avec eux autres, de créer Design Thinking Jam, qui était une innovation en soi. Ça vient beaucoup plus de Talsom, qui ont dit, regarde, on aimerait ça faire ça. Je ne comprenais pas, ça ne va pas trop, mais toujours d'ouverture. Ouais, c'est quand même, il y a quelques années, il y a 2 ans, je pense, Design Thinking, c'est encore un terme... Donc, en septembre 2018, on a lancé ça, on a fait un événement Eventbrite, là, puis sur Facebook. Ça a pris, à ma connaissance, je ne veux pas me tromper d'un chiffre, mais grosso modo, 72 heures, c'était plein. On n'avait même pas trouvé encore nécessairement la place pour le faire. Puis c'est comme, OK. Puis volontairement, quand on nous a approché, quand on a décidé de faire ça, c'est sûr qu'en partenariat, Luc, toi, tu partageais ça dans tes réseaux, tout ça. Puis sur le coup, j'ai dit, je vais attendre à la fin. Parce que je ne voulais pas avoir des gens qui proviennent de mon propre milieu. OK? Qui vont arriver déjà avec une connaissance de base. Donc, on s'est ramassé 180 quelques personnes en dessous d'un pont dans le Vieux-Montréal, super bien aménagé. Il a fait super beau cette journée-là, hyper dynamique, de la musique, le ci, le ça. 180 personnes qui étaient curieux de c'est quoi un Design Thinking Jam, mais qui venaient du milieu de l'informatique, l'innovation, un milieu très start-up et tout. Mais personne connaissait, il y en avait beaucoup qui connaissaient l'itinéraire, parce qu'ils l'avaient acheté. Il n'y avait personne du milieu communautaire puis du milieu des... Non, pas, très, très peu s'il y en avait, mais c'était beaucoup. Et ça, c'est une beauté totale. Pas de billets. Il n'y a pas de billets dans ce temps-là. Et le but, c'était de vouloir trouver une solution pour le paiement. Mais en réalité, quand on a vu ça, on a fait autre chose. On a posé 4 questions, parce que quand même, faut que si les gens se déplacent, il faut qu'on ait quand même 2 heures à remplir. On a posé 4 questions en lien avec notre modèle d'affaires. Et ça a donné 1000 quelques suggestions, des post-it partout. On a réduit ça. Et ça nous a donné du jus. Parce que ça nous a donné du jus pour notre innovation technologique, mais du jus également sur c'est quoi le magazine, comment que le monde le perçoit, c'est quoi les idées, qu'est-ce qu'il y en est. Il y a plein d'idées. Et avec ça, c'est ça qui carbure le futur. Là, un peu, on a pris des choses là-dedans, puis on a dit, OK, comment qu'on peut le monde pense à telle chose. C'est ça. Donc, ça l'a cheminé. Et là, aujourd'hui, c'est pas encore nécessairement officiellement annoncé au public. Ça va venir dans les prochaines semaines, jours, semaines. Mais le projet pilote est déjà lancé. Ça fait depuis le mois d'octobre que certains camelots puissent vendre avec du monde avec un téléphone. Et officieusement, c'est ça. Donc, le don se fait par téléphone. Technologie très simple, très facile d'application. Puis tout repose sur le client et non pas sur le camelot. Donc, mais c'est la démarche qui est beaucoup plus importante. Dans notre cas, nous, c'est une grande démarche qu'on a faite. C'est une grande réflexion. Puis, sérieusement, c'était d'une beauté. Puis là-dedans, c'est ça. Alors, pour que ça fonctionne, les employés participent, les camelots participent.
parce que ça, c'est bien important. important. On n'est pas arrivé au Camelot pour dire hey, à partir d'aujourd'hui, c'est ça. Tu parles de tes Camelots. Deuxième initiative d'innovation que j'ai beaucoup aimée chez vous, c'est votre rapport annuel vidéo. Mon Dieu, oui. Écoute, moi, je l'ai utilisé en formation sur l'humanisation des résultats. Dans les autres capsules de podcast, on a parlé aussi de mesures d'impact social. Je veux t'entendre sur l'effet que ça a eu de faire ce vidéo-là. Je sais que ça en a eu parce que j'ai vu des partages, je l'ai vu se promener. Ouais. Ce coup, je vais te dire très honnêtement, quand on a fait ça, c'était pas... tu sais, des fois, il y a des idées, on est autour de la table, puis... premièrement, regarde, le papier, on en fait toutes les 2 semaines. Des magazines, on en fait toutes on va mettre si on retrouve la vidéo, là, j'aimerais ça que vous me l'envoyiez, j'aimerais ça le mettre en ligne dans la capsule pour que les gens le voient. Pour il est disponible partout. Il est disponible partout encore. Parce que des fois, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans déjà, cette vidéo-là. Puis, tu sais, on s'entend que le travail qu'on fait quand on fait un rapport annuel, quand on prépare une assemblée générale, c'est souvent drabe, c'est souvent déconnecté, c'est une série de chiffres. Puis vous êtes arrivé avec une façon complètement différente de le présenter et très humaine de le faire aussi. C'est pour ça que je trouve ça important d'en parler et de le partager. Je suis content que tu t'en parles, mais en réalité, on ne savait pas. Nous, c'est une question pratico-pratique dans le sens que la pression dans l'organisme de sortir à tous les 2 semaines un magazine, c'est une grosse pression pour l'équipe. Hein? C'est un magazine à tout le monde. Puis, et à un moment donné, il fallait trouver une solution. Donc, autour de la table, on est arrivé avec, pourquoi qu'on ne fait pas ça en vidéo, puis tout ça. Puis on a eu beaucoup de réflexions. Hein. Tout le monde est habitué à un rapport annuel de 20 pages avec beaucoup d'infos, puis beaucoup de blabla. Puis moi, je voulais réduire ça au plus simple. Puis en parlant avec l'équipe, les communications, la petite équipe autour, on est arrivé avec ça. Puis on ne savait pas que ça donnerait. On ne savait pas on innovait comme tel. Je croyais qu'on faisait juste un genre de storytelling comme d'habitude. C'est après, quand on a vu que, les partages, à part de dire « Ah, c'est cool, c'est beau, un petit like », quelques commentaires positifs. Puis là, toi, tu m'en parles là. Puis cette semaine, je suis allé à un petit rassemblement où il y a beaucoup de monde en philanthropie puis des fondations qui étaient... Oui, je sais, l'Institut Malek qui... Non, c'était pas l'Institut Malek, c'était un genre de talk là, lundi dernier. Et puis, bang, j'arrive là, allô, puis on parle de ça. Donc, tu m'en parles là, je trouve ça cool. Mais effectivement, puis si ça l'a pu... j'ai vu après, ça c'est dans notre rapport annuel de 2018, puis en 2019, j'ai vu d'autres personnes, d'autres organismes en faire la même chose. Je suis content que les gens ont été inspirés de faire ça. Puis je crois qu'on en parle beaucoup, là, tu me confirmes, comme quoi que c'est pas nécessairement une norme, mais c'est comme « let's go, faites ça demain ». Puis officiellement, c'est que oui, l'Assemblée générale, ça peut être c'est drabe, OK? Ça peut l'être. Du blabla, des chiffres, puis tout ça. Mais là, on a un produit qu'on fait, puis ce produit-là, il est réutilisé durant l'année comme étant un outil de promotion et de sensibilisation. Et on l'ajuste en fonction d'eux. Et donc, quand je vais à l'UQAM ou n'importe où pour faire des conférences sensibilisées, un peu à l'itinérance, puis à nous autres, c'est l'information, puis tout est visuellement bing, 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 bing. Puis comme ça, quand je parle qu'on est 200, le monde voit 200, puis il voit la statistique, grosso modo, tant d'hommes, tant de femmes, tant d'autres. C'est tout. Et on y va avec ça. Puis, ça nous a facilité la tâche. Je suis content que ça l'a bien inspiré. Est-ce que ces 2 initiatives-là sont des initiatives qui ont une certaine visibilité? Tu as 200 personnes du milieu des affaires qui se mettent à réfléchir à ta stratégie, puis tu as plein de gens qui sont exposés à une vidéo où ils mettent des faces sur... Est-ce que, rétrospectivement, depuis 1 an et demi, tu as senti les effets de ces gestes-là? Les effets de ces gestes-là, il faudrait savoir quantifier les effets. Sans les quantifier. Des fois, on peut avoir du quantifié. Les effets, oui, regarde, je suis ici avec toi. Ouais, c'est un effet. On est de plus en plus reconnus. Tu sais, le monde connaît l'itinéraire, mais reconnaissent qu'est-ce qu'on a fait. Cet effet-là se fait sentir.
Parfois, puis là, ça c'est mon petit côté à moi, là, parfois j'aimerais bien qu'il se fasse sentir financièrement, mais ça vient avec des commentaires excessivement positifs. Puis cette valorisation-là, nous, c'est bien important à l'itinéraire. Si on rentre à l'itinéraire par le 2103, qui est la porte qui monte en haut, bien, il y a un tableau où est-ce qu'on met des petites affiches, puis il y a des mots. Alors, les mots qui sont là, qui sont régulièrement mis à jour, ce sont les mots de nos lecteurs et des gens qui ont partagé. Alors, les gens qui nous disent qu'on fait une bonne job ou quoi que ce soit, ils nous envoient un courriel, mais ce courriel-là, il est repartagé à l'équipe. OK, puis ça, c'est bien. Puis après ça, il est repartagé, parce que nous, on a un magazine interne qui s'appelle Sous le pont, qui est destiné à notre communauté Camelot, qui parle un petit peu plus de qu'est-ce qui se passe dans la maison. OK? Ça, c'est bien important. Mais ces mots-là sont... Parce que des fois, j'ai rencontré tel camelot, Simon à tel coin de rue, patati patata, il est bien apprécié, donc on lui repartage à lui, puis c'est une valorisation pour tout le monde. Mais ces mots-là se retrouvent aussi sur un board pour que justement tout le monde puisse toujours... Alors ça, c'est très valorisant, très réconfortant. Puis ça nous place dans une belle situation qui fait qu'on est capable de continuer à tous les jours de performer. Donc la retombée, elle est là. Elle est très positive. Je continue à nous encourager, continue à nous aider. Mais des fois, mon petit impact... un petit peu plus de dons. Mon petit impact aimerait ça, des fois, être un petit peu plus financier. Mais ça... Luc Desjardins fait 4 ans qu'il est en poste, presque 3 ans et demi. Là. De quoi il est le plus fier depuis qu'il est là? Ah, Seigneur, de beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus fier d'avoir maintenu... bien, j'ai 2 volets. Le volet, l'innovation. Bien fier d'avoir laissé avec l'équipe, puis que l'itinéraire a laissé un leg à la Ville de Montréal. En réalité, c'est pas un leg à la Ville, mais c'est un leg aux citoyens de la Ville. On a fait une murale, juste en face du métro Papineau. OK. Je vous dirai pas le coin de rue, j'aimerais ça que quand tu sors du métro Papineau, faites le tour. Vous allez le trouver. Il est pas à la vue, il est un peu à l'inverse du trafic. J'ai déjà donné beaucoup de cues, mais il est là comme ça en même temps. C'est parce que si vous vous promenez un coin de rue, bien, vous allez être côtoyé par des camelots, puis l'itinérance aussi. C'est juste à côté. Donc, qui est l'itinérance. Mais cette murale-là, bien, c'est un beau leg que j'espère qu'il va être là pour 10, 15 ans, 20 ans. Là. Je ne sais pas jusqu'à temps que la peinture toffe. Ça, c'est bien. J'aime ça. La famille. De maintenir le réseau familial de l'itinéraire. Ça, c'est une belle fierté. Qu'on est quand même en progression. On a de plus en plus de camelots. Pas besoin de faire de publicité. Ça se fait par eux-mêmes, entre camelots qui se parlent. Là, dernièrement, on va ouvrir... on a toujours été ouvert. C'est juste que là, on va juste aller à la rencontre. C'est difficile pour camelots femmes, pour les femmes, de venir en itinérance frapper à notre porte. C'est beaucoup plus difficile, pour bien des raisons. Puis là, ben, on est, après côtoyer le monde dans le réseau pour dire qu'on existe, puis qu'ils peuvent venir nous rendre visite. Puis en même temps, ben, c'est pour donner un coup de main. Donc, cette fierté-là, c'est bien, bien important. J'ai pas... côté mercantile, il n'est pas là. Je suis peut-être un petit peu... à l'âge où tu es rendu, la conciliation travail-famille, est-ce que ça a été un enjeu depuis les 4 dernières années où les enfants sont partis, la conjointe est là? Moi, j'ai une fille. Donc, ça fait 33 ans que je suis avec la même conjointe. Donc, ça peut-tu résumer qu'elle est... Elle est faite solide? Elle est bien patiente. Mais non, ça, si... je vais dire quelque chose bien plate, peut-être, là. Mais j'ai réussi à avoir une famille au bureau, puis que tout le monde se jase ensemble, puis que tout le monde travaille en équipe, bien, j'applique ce savoir-là instinctivement, sans trop le savoir, à la maison également. J'ai été impliqué dans beaucoup de choses. J'en ai fait des fins de semaine sans être avec ma femme. Ma femme a été également très impliquée dans beaucoup de choses. Donc, honnêtement, pour nous, c'est correct. C'est beaucoup d'ouvrages. Il faut parler, hein? Je parle, mais il faut parler, écouter, jaser. Il ne faut pas attendre. Faut pas... Puis ça, au bureau, c'est la chose la plus importante. Une réunion d'équipe à 17 autour d'une table.
Le DG va parler, oui, il va dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y en est, il va poser la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu en penses autour. Dès le début, en 2016, ça a été, si j'ai un employé qui dit « Ah, c'est pareil comme Stéphane, même chose que Stéphane. » Non. Dis ton idée à toi. Je ne veux pas l'entendre sur la rue, je ne veux pas l'entendre à la cigarette, je ne veux pas l'entendre dans 3 semaines. C'est right now, on en parle. Ma porte est toujours ouverte. Vieux pieux que tout DG ou président, n'importe quoi va dire, mais moi, la mienne, elle est réellement ouverte. Mais es-tu dans ton bureau? Je suis dans mon bureau. À l'inverse, comment tu fais pour rester en contact avec tes camelots, ta clientèle? J'en prends des marches. C'est ça. Ben, c'est là. J'en prends des marches. Ça, c'est bien important. Quand je rentre à l'itinéraire le matin, je prends l'auto, des fois le transport en commun. Si je prends le transport en commun, je vais vous dire bien honnêtement, je fais pas ma ligne directe. Je fais du bypass, mon chemin est long, parce que je me permets de rencontrer 2 ou 3 camelots de bonne heure le matin à 7h, 7h30 sur le point de vente pour leur dire bonjour. Et quand j'arrive, je rentre toujours au café. Les canaux qui sont là, c'est allô, allô. Je parle avec le monde de la cuisine. Je parle avec mes intervenants qui sont là. Parce que nous, on rouvre à 7h. Donc, alors, quand tu arrives à 7h30, 8h, c'est ça. Je mange avec eux autres. Je dîne avec eux autres. Des fois, je dîne dans mon bureau tout seul, mais descends en bas. Je vais en bas. Quand ça sent les biscuits, je descends chercher mes biscuits. Non, il faut faire ça. Rester en contact. Tout le temps. Quand je suis rentré là, j'ai dit que ma porte était ouverte. Je me suis fait rabrouer par les camelots. Ah, ils disent tout ça, papa. Moi, j'ai dit c'est vrai. Puis au début, quand j'ai dit ça, dans les minutes qui ont suivi, il y a des camelots qui sont suivis, puis ils ont dit je peux-tu rentrer dans ton bureau? Je disais attends une minute, tu peux rentrer, tu me demandes la permission, mais oui, je rentre. Puis la porte est toujours ouverte tout le temps. Tellement qu'elle a été ouverte, elle a été exposée pendant 2 mois à WordPress Photo l'année dernière. Ta porte de bureau. Je l'ai dévissée, l'ai peinturée, puis on a mis un poster de James, qui est un camelot qui se tient beaucoup dans le centre, autour de l'itinéraire. Là. Et on a fait prendre une belle photo, on a mis ça. C'était une exposition pour notre 25e WordPress Photo. Et ma porte était physiquement right there. J'ai même écrit un texte là-dessus, un éditorial sur comment que la porte doit être ouverte, que c'est pas juste une symbolique, c'est réellement, il faut que tu sois prête à accueillir les gens entre 2 téléphones. Parce que pour eux, le moment qu'ils veulent te parler, c'est là. Ça veut dire qu'ils ont parlé à l'intervenante, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait ça, c'est là. Leur besoin est là, pas dans 2 semaines, pas avec un rendez-vous, c'est là. Alors, oui, rentre. Des fois tu es en train de faire quelque chose, tu es concentré, regarde les états financiers, concentré, puis là, OK. Mais il n'y a pas de OK. Ça veut dire, tu viens, j'ai une boîte, j'ai un Darth Vader cookie jar sur mon bureau. Alors, si la réunion s'est bien passée, tout ça, c'est drôle, hein? T'as un bonbon comme chez le dentiste, là? Comme dans le temps, chez le dentiste, ça se passe des brosses à dents, là, mais effectivement, ils ont le droit à un bonbon. Mais arrêtez le bonbon, c'est pas qu'ils ont le droit à un bonbon. C'est le bonbon et la prétexte de dire, viens-t'en, tu manges les bonbons du boss, tu manges la même chose que le boss, puis tu peux venir. Puis c'est l'open house. Je veux dire, c'est quand tu ouvres ton bonbon, tu le prends, tu le goûtes et tu jases. Santé mentale. Oui. La tienne. Tu es en contact avec des gens qui ont excessivement de difficultés. Tu subis le rôle de DG, c'est de subir de la pression d'un côté comme de l'autre. Oui. On s'entend qu'on commence... moi, je suis le premier à vouloir militer pour en parler. Parce que je vois des DG qui sont en difficulté, je vois des DG qui l'avouvent, je vois des DG qui ne l'avouent pas. Oui. Comment tu vis ça? Comment tu te protèges? Puis comment tu vis le détachement? Tu opères au quotidien dans, disons-le, tu parlais Get Pocket, tu es dans la misère à longueur de semaine. Oui, je la vois tous les jours. Tu la vois tous les jours. Comment on se protège comme intervenant professionnel? Oui. Puis comment on se détache aussi de s'investir auprès d'une personne avec laquelle on développe des affinités? Quand je suis arrivé à l'itinéraire pour ce volet-là, parce que là, tu as 2 questions. Oui, ça se peut. Tu vois, moi aussi, je parle beaucoup. Non, mais tu as deux questions fort intéressantes. Ma santé mentale et le fait que je travaille en santé mentale. Quand je suis arrivé là, les intervenants, le monde m'ont averti de plein de petites choses. Puis, sur le coup, j'ai fait qu'est-ce qu'on me disait de faire. Puis, avec mon bagage de vie, je veux dire, on a un bagage de vie. Complètement.
Puis là, j'ai dit, OK, regarde, j'ai des outils, mon coffre à outils, il est formé, j'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai vu des choses, prenons tout ça en considération, puis mettons ça ensemble. Et je suis tombé assez rapidement, dès le début, dans un piège qu'il ne fallait pas que je tombe. OK? J'étais plus rendu, parce que pour nous, il faut travailler dans l'empathie. Ça veut dire qu'on aide la personne, on l'écoute, on aide, on essaie de... Mais on n'est pas dans la sympathie. Ça veut dire que je ne suis pas là pour régler tous tes problèmes. Puis il y a eu un petit événement très non dommageable dans lequel qui m'a fait réaliser, oh, Fais attention. fais attention. Alors, je suis content de l'avoir appris vite. Je suis heureux de savoir que c'était tout petit, puis rien. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser le soir, là, rendu à la maison, de dire, OK, Luc, investis-toi pas dans un côté full patch, là, de full... Tu sais, parce que... Tu vas te brûler. Ah, ça va être fini, là. Et les intervenants, il faut qu'ils se le fassent rappeler à chaque fois. Et ça fonctionne, on marche. Tu parlais de la santé mentale des DG, tu as raison, j'en ai connu, j'en connais. Il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui vont consulter, d'autres qui ont des problèmes qui ne consultent pas. Là, c'est très personnel à chacun. Hein. Il y a pas je ne pense pas qu'il y a une sauce qui est unique à tout le monde. Donc, alors, dans mon cas, à moi... On s'entend qu'on est dans un style de travail, puis on est dans une position où c'est beaucoup plus fréquent que si on occupe un poste de col bleu ou si... Tout à fait. Fait que... Oui, on a une pression de maintenir à flot l'organisme, de voir au bon fonctionnement des employés, d'avoir des employés qui sont Puis tu es dans un étau. D'un bord, tu as ton conseil d'administration, de l'autre côté, tu as tes employés, tes prestataires. Qui te donne une pression qui, on va en reparler tantôt, là, mais je veux dire, qui te donne une pression, qui te donne des objectifs. Tu as à cœur l'organisme pour la garder vivante. Tu as la pression de la clientèle que tu desserres. Tu as tes employés. Alors, tu as 17 employés, tu as 17 petits problèmes, 17 besoins que tout le monde a. Et tu es là, tu es tout seul, tu es le gardien de but de tout le monde. Puis parfois, quand tu lèves la main pour dire « Hey, j'ai besoin d'aide », ben c'est soit une faiblesse, soit considéré comme une faiblesse, ou soit considéré comme, dans le fond, ben tu n'en as pas de besoin, puis ça fait partie de ta job, tu es payé pour ça. Tout ça, là, on le vit, OK? C'est clair. Dans mon cas, moi, je divise ça en deux. La première chose, étant donné que je me suis beaucoup investi dans beaucoup de choses, tu sais, tantôt tu parlais, oui, dans les véhicules motorisés, le 4 roues, la motoneige, je me suis investi en tant que bénévole, en tant que président d'un club, en tant que président, directeur d'une région, tout ça. Mais c'est drôle, mon équilibre, là, il y avait une job à faire, j'avais une grosse job à faire, des fois c'était élevé. Tu pars de Montréal, tu t'en vas dans le Nord pour pouvoir gérer des problèmes de club, puis ci. Mais l'équilibre, c'est ça. Ça veut dire que le dimanche matin, à 7h30... C'est le hobby qui devient l'équilibre. C'est ça. À 7h30 le matin, je suis en 4 roues, je fais de la patrouille, mais je suis en haut d'une montagne, il fait moins 10, la belle neige, tu vois les oiseaux passer, puis bingo, je suis aux anges et je relaxe. Alors, ça, c'est mon équilibre. Mon équilibre, elle est très personnel, c'est d'aller chercher des éléments à gauche et à droite, mais ça prend ça. Ça prend un passe-temps, ça prend du monde à qui d'autre que tu peux parler, ça prend des endroits, il y en a qui font de la course à pied pour se décourdir, bon, c'est de toute évidence pas mon cas, mais c'est d'autres choses, la natation, n'importe quoi, des activités sportives ou des AB qui sont parfois très loin de ta charge de travail pour que justement que tu puisses t'évader. Parlons de CA. Oui. Conseil d'administration, c'est spécifique aux OBNL. Bon, il y en a dans certaines entreprises privées, mais on s'entend que c'est une division des pouvoirs, comme je l'appelle souvent. Là, vous êtes deux têtes à décider où le chemin, où le bateau s'en va, des fois plus que deux. Oui. Ça dépend du nombre d'administrateurs que tu as. C'est une particularité, c'est propre aux OBNL, ce partage de... Comment tu fais, toi, cette danse-là? Parce que c'est une danse à deux, tu sais. On peut se piler ses pieds comme on peut... Tout à fait. On peut travailler ensemble. Je vois ton sourire. J'imagine qu'il y a différents enjeux, mais... Bien, il y a des enjeux... Sans aller dans le spécifique, parce que ça donne rien. Ça me dérange pas. Mais ce que je suis curieux principalement de t'entendre, c'est entre l'année 1, maintenant,
Tu t'es sûrement pris des habitudes face à ton CA. Tu as sûrement eu des outils que tu as mis en place pour aller... comment tu as amélioré cette relation? Pas amélioré, c'est pas tout à fait le bon terme, là, mais comment tu t'assures de maximiser cette relation-là sans que ça prenne tout ton temps dans ta semaine? Bien, il y a bien des façons. Moi, j'ai vécu deux phases à l'itinéraire. La phase, quand je suis arrivé, il y avait un conseil d'administration, mais ce conseil-là a muté. Je vais peut-être démystifier quelque chose, là. Dans notre cas, à nous, c'est très particulier. Mon conseil d'administration, il est 50% Camelot, puis 50% Corpo. C'est vers ça qu'il faut aller. Là. De plus en plus, oui, mais d'avoir un moi, mix. Réalisons ça, là, j'ai 50%, ça Ce veut qui est dire quand même beaucoup. J'ai 5 Camelot, 5 Corpo. Oh, OK. Quand même beaucoup, 5 camelots. Là. Alors, j'ai 5 personnes qui ont une certaine forme de problème, qui utilisent les services, qui sont en revendication pour avoir plus de services, qui siègent sur le conseil d'administration. Alors, je t'avouerais que lorsque je suis arrivé, le premier et deuxième conseil, c'était la chicane entre le corpo. Ben, arrêtez le corpo, il n'y avait pas de chicane. Le corpo, il est là pour aider, il est là pour la bonne cause. Il a levé la main, il a dit « je veux être bénévole pour aider mon prochain, pour aider l'itinéraire ». Puis t'as l'autre côté qui revendique, qui était à une certaine époque les riches contre les pauvres, tu sais. Alors c'est ce genre de discours-là qui était au sein du conseil. Pour remédier à ça, parce qu'on ne peut pas fonctionner de cette façon-là, parce que ça devient très lourd, ça devient que tout repose sur le DG. Puis après ça, tu arrives au CA, puis là, dans mon cas, moi, j'avais la moitié qui m'aimait un jour, l'autre moitié qui m'haïssait, puis ainsi de suite. Alors, ça devient très conflictuel. C'est comme trois têtes. Alors, la meilleure façon de faire, premièrement, c'était de beaucoup parler. Il y a eu une mutation dans les administrateurs au niveau des camelots et au niveau également du corpo. Il y a eu, je ne dis pas une sélection, mais une recherche de complémentarité au sein du conseil d'administration des deux côtés, dans lequel chaque membre du conseil qui rentrait ont eu, qu'il soit Camelot ou pas, pas une formation, mais une jasette avec la direction générale. Pas une jasette dans laquelle je dictais ce que je veux, tout simplement, voici ce qu'il y en est. Et alors... Fait que, en résumé, tu as fait ce que moi je préconise. Comme DG, tu as commencé à te mêler du recrutement de la gouvernance. Mêler, c'est un grand mot. Ben, tu étais impliqué dans le processus. Oui. J'ai Ce été qui n'est pas le impliqué cas dans dans le beaucoup processus pour aller chercher certains éléments pour, après ça, redonner au conseil d'administration la suite des éléments. Okay. Alors, effectivement, solliciter l'administrateur, il y avait des départs qui étaient prévus. Personne n'a claqué à la porte, rien, ça s'est tout bien fait. Puis là, le monde part, rien. Puis là, à un moment donné, ben, il va chercher... alors, c'était très homogène homme. Là, on a une nouvelle philosophie. Alors, tu installes la philosophie d'essayer d'être plus l'équité. On a une nouvelle présidente. C'était la première fois dans 30 ans que l'organisme avait une présidente. Donc, et ensuite de ça, on va chercher des qualités au niveau surtout du corpo qui sont complémentaires, aussi bien la comptabilité, mais avocat, bon, ces choses-là. Et des gens qui sont jeunes et dynamiques, innovateurs, qui sont en innovation. Alors... Ça fait des gros clashs, hein, Non, mais c'est super. Je veux dire, ça se fait bien. Tu vois, là, aujourd'hui, il y a un processus interne au niveau du CA de faire de la formation. On va avoir une propre formation sur comment fonctionne un CA pour que ça soit distribué au Camelot. On a des capsules à toutes les réunions de CA pour pouvoir dire voici ce qu'un président fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'un DG fait. Et c'est ça qui est bien important. Puis ça, c'est bien important. Là, nous, on le fait parce qu'on a déjà une clientèle qui n'est pas connaissant de ça. Mais moi, je te dirais que si je voudrais en parler à d'autres OSBL,
de ne pas prendre pour acquis que la personne qui est, mettons, je ne sais pas moi, un président de Métal et Métal, là, qui débarque sur ton CA, puis est-ce que lui, il connaît X, Y, Z, puis qui te dit gentiment, ben je vais pouvoir t'amener une coupe de mille à ton repas bénéfice, parfait, c'est beau, génial. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait comment ça marche un CA. Puis là, il va dire, moi, j'ai une grosse entreprise, je sais comment ça marche les finances, ça. Sais-tu comment marche un CA? Sais-tu c'est quoi ton rôle? Puis c'est là la nuance, quand tantôt tu parlais, bien, des fois, ils vont s'auto-gérer en ça. Lorsque c'est bien expliqué le rôle d'un conseil d'administration, c'est vraiment sa job, quelle est sa job versus la direction générale, versus les employés, et ainsi de suite. À un moment donné, bien, quand tout le monde a compris leur rôle, c'est bien important, là, l'autogérance, bien, il se dissipe. Je veux dire, c'est pas... c'est pas parce que tu es sur le CA, que tu es administrateur, que tu as le droit d'aller voir l'employé X, puis demander de faire des photocopies, puis de préparer une lettre. Non, il faut que tu t'adresses au DG. Le DG va te dire oui, non, gestion du temps, et ainsi de suite. Il y a une équipe. C'est pas parce que l'employé va probablement te dire oui, parce qu'il ne veut pas déplaire. Mais toutes ces petites nuances-là, il faut que ça soit expliqué dès le départ, puis rappeler, puis rappeler. Puis quand ça, c'est... Alors ça vient beaucoup de mon expérience d'être sur des CA. J'ai été là au bord de la clôture beaucoup de fois. J'ai été président souvent. Donc, je l'ai vu, ma relation, moi, avec des employés, comment que moi je dealais, puis tout ça. Et lorsqu'il y a cette symbiose-là, c'est bien important. Avoir un CA, pas de connivence avec le DG. Hein? Non, c'est une complémentarité. Ce sont mes amis professionnels. Oui, on travaille ensemble, on se partage les idées, ils ont des idées, je les écoute, ils m'écoutent moi. Ils me disent c'est quoi leurs attentes. Il faut qu'ils soient capables de te challenger aussi, parce que ça fait du bien des fois. Autant il faut qu'ils soient capables de te compléter que de te challenger. Il faut qu'ils soient complémentaires. Oui. Tu vois, on a refait dernièrement tous nos règlements généraux. Bon. Alors, à un moment donné, je regarde autour de moi. OK. Alors, Luc, tu vas faire ça, tu vas recommencer à nous donner des affaires? Bien, si je vous fais ça, vous allez les avoir peut-être dans 8 mois. Sinon, je pars 3 semaines, puis je fais juste ça. C'est ça. Ah, ben je suis prêt à t'aider. OK. Tu es prêt à m'aider? Là, finalement, c'est devenu un dossier de la présidente. Elle a mobilisé les troupes. Elle a fait l'ouvrage. Elle, ça, je suis en consultation, je fais ça, on participe avec des camelots, et ainsi de suite. Et paf, et boum, on arrive à l'Assemblée générale, on soumet les règlements généraux, on fait ça, petit ajustement parce que du monde avait des petites questions. Parfait, merci, c'est fait. Puis ça s'est fait en 4 mois, mais avec de l'aide des membres du CA. Puis ça, c'est bien important. C'est une valorisation pour eux. Ils ne se sentent pas là pour être... Fait que tu as sûrement un CA qui n'a pas ce qu'on appelle de plante verte. Tu ne dois pas avoir un grand administrateur qu'on entend jamais. À le dire. Pour tous ceux qui sont des OSBL qui en ont, ben réglez ça. Non, j'ai des gens excessivement proactifs qui me challengent. J'ai un challenge aussi. Puis on se dit qu'est-ce qu'il y en est. Puis il ne faut pas concevoir que s'ils me demandent quelque chose, il ne faut pas que je le prenne mal pour dire « Oh mon Dieu Seigneur, ils m'en veulent ». Puis l'inverse non plus. Puis c'est parfois, il y a peut-être un 5 minutes que c'est comme « Oh boy ». Mais on est tous là pour la même cause. C'est ça qu'il faut comprendre à la base. Et eux, là, les membres du CA, sont là une fois par mois et demi. Là. Donc là, moi, je suis dans le day-to-day, là. Alors, les problèmes d'un matin, moi, je les ai vécus, tout ça. Puis les autres vont le savoir probablement, si j'ai un gros problème, juste peut-être dans 2 semaines. Puis là, je vais arriver, puis je vais juste dire, regarde, on a eu ça comme problème, on l'a réglé, c'est beau, la vie est belle. Puis là, ils vont se dire, oui, mais là, non. Alors, ils sont... Alors, mais par contre, la relation est là. Le DG, je fais un rapport, oui, au CA, mais régulièrement, aux semaines, courriel, j'envoie ça aux gens. Voici qu'est-ce qu'on a fait. Les bons coups, les beaux coups. C'est ça, c'est une communication. Vu, on était dans le journal, qu'est-ce qu'on a fait? Bonne communication. Puis j'accepte l'inverse aussi. Ma présidente, mon trésorier m'écrit, mon trésorier vient signer les chèques entre les CA parce qu'on en a besoin, on jase. C'est communication, relations humaines, ensemble, puis sérieusement,
c'est de l'ouvrage, mais ça fonctionne positivement. Dernière question, Luc, avant qu'on finisse, parce qu'on est rendu à la fin. Moi, je trouve ça intéressant. Je peux, on pourrait... c'est un cours... oui. Ça pourrait ne jamais finir parce que c'est basé sur du vécu. J'ai une dernière question pour toi, puis c'est souvent ma question avec laquelle je termine. Tu rencontres quelqu'un qui rentre en poste comme DG. Yes. C'est quoi ton meilleur conseil pour cette personne-là? Mon meilleur conseil à cette personne-là, c'est de s'approprier la mission de l'organisme rapidement. Et je tiens à faire une nuance entre... c'est pas de s'approprier l'organisme. Hein? L'organisme appartient pas au DG. Okay? Il appartient pas non plus à 100% aux membres. Elle est là, elle existe. C'est une entité par elle-même, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas... Tu sais, des fois, je parle, c'est mon organisme, c'est mon itinéraire, mais moi, c'est très clair pour moi, c'est pas... Ça m'appartient pas. Donc, mais par contre, la mission, les objectifs, c'est bien là-dessus. Réunir beaucoup et souvent ses membres de son équipe. La plus belle richesse que tu peux pas avoir comme DG, c'est la richesse d'une équipe de travail. Tantôt, je disais qu'on a de l'air du goaler. Donc, quand ça va bien, on a les lettres de noblesse. Quand ça va mal, c'est nous autres qui est cop. C'est normal. Un bon DG doit pas... Puis là, je me décris en même temps, doit assumer ce que l'équipe fait. J'ai trop souvent vu des gens... il y a une bourbe qui se fait ou il y a une erreur qui se commet à telle place dans l'organisme ou quoi que ce soit, puis tu as le DG qui essaie de dire « Ah, ben c'est pas ma faute, c'est la faute de lui », puis tout ça. Puis là, tu envoies un mauvais message à l'équipe. Par contre, l'inverse est là aussi. Il ne faut pas accepter que nécessairement que tu as des employés qui n'assument pas leur faute. Moi, je préfère honnêtement un employé qui vient me voir, puis tu leur dis des fois, tu dis, OK, on parlait d'innovation, on parlait d'avancer. Bien là, tu arrives, tu dis, OK, tu connais tout ça, tu veux-tu le faire, tu veux-tu embarquer là-dedans? Ça? Puis là, elle te dit, oui, parce qu'elle ne veut pas se tromper. Puis je demande toujours à mes employés de revenir me dire, regarde, je ne sais pas. Je préfère ça, parce que là, on va dire, ah, tu le sais pas, c'est correct. De toute façon, je ne t'ai pas engagé pour ça, parce qu'on vient juste de l'inventer un matin, donc tu ne le sais pas, parfait. Là, on va se mettre en gang, là, puis on va essayer de trouver une solution, et au pire, on va aller rechercher une ressource. Donc, l'équipe, c'est bien important de mobiliser son équipe auprès et autour de toi. Ça ne t'appartient pas non plus. C'est mon équipe, je vais la valoriser, mais elle ne m'appartient pas. Elle n'est pas là pour me protéger à 100%. C'est pas ça. Par contre, si on est tous ensemble, puis si on valorise, très important de valoriser, pas aux 5 minutes, mais une fois de temps en temps, tu valorises tes membres de ton équipe. Quand ils font des bons coups, tu le mets. Ensuite de ça, au niveau outils, d'être à l'affût, d'être up-to-date, de suivre... J'ai droit à 3 réponses. J'ai demandé un conseil, j'ai droit à 3. On voit que tu es un gars généreux. Oui, mais c'est ça. Donc, d'être officiellement à l'affût, de ne pas avoir hésité d'aller chercher une formation si c'est nécessaire, de ne pas se sentir dupe. Si tu ne connais pas la réponse, tu vas la chercher. C'est ça. Puis moi, je m'entoure... on oublie le précepte américain. Le quatrième, bien important. Tu es en haut de la tour, c'est vrai. Tu ne désires pas toute la vérité, au contraire. Tu n'es pas bon dans tout. Tu es bon dans bien des affaires, mais tu n'es pas bon dans tout. Tu en connais bien des affaires, mais tu ne connais pas toutes. Et ça, c'est bien important. Alors, quand tu engages un employé autour de toi qui est... tu sais, ma comptable, là, sa job, c'est faire de la comptabilité, elle en sait plus que moi. Je suis bien bon, mais elle en sait plus que moi, puis c'est correct. Mon développeur d'impact social aussi. Ma rédactrice en chef, moi, je suis éditeur du magazine, donc, alors ma job, c'est quasiment de le critiquer et de donner des idées, mais ma rédactrice en chef, c'est elle qui travaille fort pour pouvoir le monter, le magazine. Donc, elle est plus forte que moi dans ça, puis c'est correct. Alors, j'ai trop souvent vu des DG qui, pour montrer qu'ils sont très bons, s'entourent d'une équipe très faible. Plus faible qu'eux. Puis ça, là, my God, c'est pas bon parce que ça fait pas avancer la machine, pas pantoute.
Merci beaucoup Merci. de ta Merci, générosité. Stéphane. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à consulter nos autres contenus. Je vous invite à voir les autres épisodes aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un dernier remerciement au Musée McCord et j'espère qu'on va se recroiser dans un événement ou lors d'un autre contenu vidéo.